Bonsoir chers internautes, bonsoir chers téléspectateurs. Comme je vous ai promis ce soir de faire un direct, d'essayer d'éclairer un peu la lanterne de nos compatriotes et de chers internautes aussi. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le lundi 18 janvier 2021. Donc je répète, la date d'aujourd'hui c'est le lundi 18 janvier 2021. Et c'est de notre devoir de parler à nos compatriotes, de parler à tous les amis du Congo, d'essayer d'éclairer un peu la lanterne de tout le monde. Parce que tous ensemble, nous devons voir ce qui se passe réellement dans ce pays. Et nous sommes à l'orée d'un grand événement. Il y a les élections présidentielles qui sont prévues dans 2 mois, le 21 mars 2021. Donc il est impératif que les Congolais et les amis du Congo soient éclairés sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, comme je l'avais promis, je vais commencer tout d'abord par éclairer mes compatriotes sur une idéologie que je trouve néfaste pour notre jeune démocratie. Voilà, une idéologie que moi je condamne avec la plus grande énergie, avec la plus grande vigueur. Et cette mboshiphobie, il faudrait qu'on le parle, qu'on le dise. La mboshiphobie aujourd'hui est en train de ruiner, est en train de détruire voilà, le combat politique au sein de la diaspora et au-delà. Donc nous savons qu'il y a certains compatriotes qui sont dans la diaspora, qui tiennent des propos, qui sont des propos qui incitent à la haine ethnique et que moi je condamne avec la plus grande vigueur en tant que citoyen congolais. En tant que responsable politique et républicain, j'aimerais éclairer la lanterne de tout le monde que Evra Anongo, je ne suis pas et je ne tolérerai jamais ce genre de propos, ce genre de haine ethnique que d'aucuns prônent au sein de la diaspora. Voilà. Donc, cette doctrine diabolique de l'amboshiphobie qui est en train de gangréner le combat politique au sein de la diaspora, et ceux qui prônent cette doctrine de l'amboshiphobie, je ne suis pas avec eux. Je ne serai jamais avec eux. Je ne participerai en rien dans un combat politique avec des gens qui prennent de la haine ethnique. C'est vrai que les gens, ils prennent pour prétexte que le président Sassou Nguesso, il peut être tribal, il fait sa politique tribale, mais en tant que démocrate, en tant que républicain, et ce n'est pas de notre devoir de copier ce que fait Denis Sassou Nguesso ni son clan. Mais nous, en tant que démocrates, c'est de montrer que nous sommes capables d'unifier le Congo, que le Congo doit demeurer un et indivisible. Voilà, dès que nous voulons qu'il y ait un nouveau Congo, le Congo de mérite. Parce qu'il y a des gens qui sont morts au Congo à cause de la politique. Et moi-même, qui vous parle, j'ai souffert à cause de la politique, à cause de la politique menée dans notre pays, et nous connaissons tous les conséquences néfastes de cette politique de haine ethnique que les gens sont en train de véhiculer aujourd'hui. Et j'aimerais dire ceci, je ne partage pas l'avis, le point de vue de tous ceux qui prônent la haine ethnique, ceux qui prônent l'amboshiphobie, voilà, tout ce qui prône la haine ethnique vis-à-vis des autres ethnies de notre pays. Donc moi je ne suis pas dans la guerre ethnique, mais moi je suis dans une politique des idées. Notre but en politique, ce sont les idées. Ce n'est pas des idées néfastes, mais ce sont des idées constructives. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle vision voilà, de la politique, une nouvelle vision voilà, de la classe politique, une nouvelle vision de faire les choses, de présenter les choses. Les Congolais ont besoin de l'évolution. Les gens, ils veulent que les choses évoluent. Les gens, ils veulent que les choses avancent. Mais nous ne devons pas être là en train de pointer du doigt une ethnie, de pointer du doigt X ou Y. C'est vrai que Sassou, il peut être du Nord, mais Sassou, il ne représente pas tout le nord du pays, le nord géographique du pays. Sassou, il est du Nord, certes, mais la politique de Sassou, nous savons tous que la politique de Sassou, bon nombre de nos citoyens, beaucoup, voilà, ne partagent pas cet avis. Maintenant, ceux qui ont trouvé comme seul argument la mboshiphobie, dresser les uns contre les autres, je ne suis pas là. Je ne suis pas avec eux.
et je ne participerai jamais à aucun mouvement politique avec ces gens-là. Parce que nous avons vu, pour nous qui sommes en Europe, nous avons vu comment est-ce que le nazisme, j'ai visité l'Allemagne à maintes reprises, nous savons tous comment est-ce que Hitler a procédé avec sa doctrine contre, d'extermination contre les Juifs. Et j'aimerais pas que, non, que demain, que nous puissions au Congo basculer dans ces travers. Donc c'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. Et je dirais aussi que d'aucuns qui prônent cette mbushiphobie, parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles. Vous allez voir, mes chers compatriotes, que à la veille des élections présidentielles, ces gens qui prônent cette doctrine néfaste, ils vont continuer à hausser le temps, parce qu'ils pensent que au niveau du pouvoir de Brazzaville, on va les appeler, bon, mais monsieur Intel, voilà, vous, calmez-vous, prenez de l'argent, prenez de guiri, pour que vous puissiez vous calmer. Voilà leur but. Leur but, c'est pas pour changer les choses au Congo, mais leur but, c'est le gain facile. C'est des gens qui pensent que, voilà, en aboyant, en brandissant l'arme ethnique, en disant que, voilà, que les nordistes font souffrir les gens du Sud, que Sassou va les appeler pour les calmer, pour leur donner de l'argent. Voilà réellement les idées, les ambitions qui les caractérisent. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes des républicains. Notre but, c'est de faire avancer le Congo. Qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, pour nous, ce qui compte, c'est le Congo. Ce sont des gens qui sont là à chercher des petites bêtes partout pour nous prôner l'idée de scission. L'idée de scission, je devrais dire ceci, chers compatriotes, si on veut faire la politique, nous-mêmes, nous devons être des exemples. Nous devons montrer des exemples aux autres. Nous ne pouvons pas être là, dire que voilà, on veut que Sassou s'en aille, on veut que Sassou dégage, mais alors que nous sommes nous-mêmes incapables de respecter les lois de la République, de faire preuve d'éthique, si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de le faire. C'est pour cela que je condamne avec la plus grande énergie cette doctrine de mbushiphobie, ces gens-là qui pensent que voilà, que tous les citoyens du nord du pays, nord géographique du pays, sont responsables des malheurs du Congo, alors que nous savons pertinemment que c'est un groupe, c'est un caste des gens qui sont là, c'est un clan que les gens ont créé, et ce sont ces gens-là qui bloquent le développement du pays, ce sont ces gens-là qui sont là en train de freiner la démocratie dans notre pays. Et dans ce caste et dans ce groupe de mafieux, on trouve que ce soit les gens du nord, du sud et ainsi de suite. Donc, ceux qui prônent au sein de la diaspora, je le dis, ceux qui prônent cette doctrine de mbushiphobie, je ne partage pas nullement leur point de vue. Et moi, Evra Anongo, je ne serai jamais, je ne serai jamais d'accord avec eux. Jamais je ne participerai dans un mouvement de la diaspora avec des gens, ou bien au pays, au Congo, avec des gens qui prônent ce genre de doctrine. Et j'aimerais dire ceci au peuple congolais, ils doivent le savoir. Et moi-même qui vous parle aujourd'hui, je n'ai pas la mémoire courte et j'ai été victime d'abord de certains membres de la diaspora. Vous savez que je vais vous dire une chose que j'ai vécue et je n'oublierai jamais. Et nous n'avons pas la mémoire courte et tout ce qui s'est passé dans ce pays nous sert de leçon. J'ai été victime, quand nous avons lancé un mouvement, au départ que nous avons lancé un mouvement, il fallait choisir un président, il fallait qu'il y ait un président. Mais il y a eu une cuisine interne, dans cette cuisine interne, je n'étais pas là, et dans cette cuisine interne, les gens se sont réunis, ils ont dit, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, c'est un président du Nord. Comment vous voulez que M. Evra Anongo soit président de la société de ce mouvement alors que Evra Anongo est du Nord? Nous sommes du Sud, nous sommes majoritaires. Voilà, moi, je préfère que la présidence aille à un membre du Sud. Voilà des gens qui veulent faire la politique, des jeunes, des cadres qui aujourd'hui tiennent ce genre de propos, des propos rétrogrades. Et moi, et entre eux-mêmes, ils ont vu, ils ont dit, ah non, Evra Anongo, il a fait preuve de ses compétences et de ses qualités. C'est en vertu de ses compétences et de ses qualités que nous voudrions qu'il soit président du mouvement. C'était pas parce que je suis du nord du pays
que, voilà, que je sois président. Et je n'avais pas demandé que je sois président. Mais les gens ont vu le travail que j'avais abattu. Les gens ont vu, voilà, ma détermination, mon courage. Les gens ont vu la volonté de pouvoir changer des choses. C'est pour cela qu'ils avaient jugé bon que je sois président, voilà, de la structure qui devait être montée. Voilà les cas précis, les faits qui sont là réels. Aujourd'hui, il y a des témoins. Ce que nous disons, nous ne le disons pas comme ça. Nous le disons parce qu'il y a des témoins. Et j'ai été encore victime, encore. La même chose. Il y a des captures d'écran. Il y a des choses, voilà, que les gens ont dit qu'avec certains, mais il y avait même, je pense qu'il y avait même des poêlés, les poêlés et les autres. Ils ont fait une cuisine interne. Ils ont dit, ah non, Evra, il faut le mettre de côté. Evra, il est du Nord. Il ne doit pas savoir ce que nous faisons. Nous sommes entre nous, les gens du Sud. Et ça, j'ai pas la mémoire courte et je n'oublierai jamais ces choses-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je parle en âme, en conséquence de cause, que, effectivement, j'ai pris mes responsabilités et je le dis à la diaspora et à toute la classe politique, à tout le monde, que jamais je ne partagerai le point de vue des gens qui sont là pour prôner la haine ethnique, la guerre. Et ça, je suis hors de ces propos, hors de ce champ, de cette vision. Nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates et nous le disons haut et fort que le Congo demeure un et indivisible. Les familles, les gens ont souffert. Moi-même, j'ai été victime, j'ai souffert. Nous avons vu pendant la guerre du 5 juin, les gens sont morts au Congo à cause de la politique, alors que les gens n'avaient rien. En 97, on ne faisait pas la politique, on était des simples citoyens. Tout ce qu'on voulait seulement, c'est de vivre, réaliser nos rêves, continuer à vivre normalement. Mais on a vu comment que les politiciens, en manque d'idées, en manque d'inspiration, ont conduit le pays dans une guerre fratricide où les Congolais se sont déchirés les uns contre les autres. Et ça, aujourd'hui, nous nous disons non, nous nous disons niet. Donc, c'est pour cela que j'aimerais que les Congolais le sachent aujourd'hui. Tous ceux qui prônent la haine, le tribalisme, je ne partage pas leur point de vue, que ce soit au sein de la diaspora, que ce soit au pays, partout. Surtout cette doctrine de mboshiphobie, des anti-nord, ça qui circule au sein de la diaspora. Vous savez que nous sommes en Europe, le président Denis Sassou Nguesso, il a mis en place un système mafieux. Dans ce système mafieux, ben, il y a des gens qui sont du nord du pays et des gens qui sont au sud du pays. C'est ce groupe-là, ce conglomérat qui bénéficie des largesses et des richesses du pays. Mais c'est pas que Denis Sassou Nguesso, il n'est pas tout seul et avec sa famille. Il a des complicités. Tout ce qui se passe au Congo, mais il y a la complicité, que ce soit ceux qui sont du nord, que ce soit ceux qui sont du sud. Maintenant, ceux qui pensent que voilà leur politique, c'est de mettre tout le monde dans le même sac parce qu'on est du nord, on ne peut pas avoir de la compétence parce qu'on est du nord, que voilà, que c'est... Et on est avec Denis Sassou Nguesso, je ne partage pas ce point de vue. Et aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que les choses changent. Nous sommes là pour faire avancer le Congo. Et nous n'oublions pas, la politique des coups bas, la politique des tueries, partout nous l'avons vécu. Et ça, nous ne voulions pas revivre les mêmes choses. La guerre civile, quand on fait de la politique, c'est les idées. C'est pour faire avancer la population, pour que le pays puisse en bénéficier. On ne fait pas la politique parce que on estime que, oui, le Nord a trop dirigé. C'est maintenant le temps que le Sud puisse diriger. On a vu aussi des gens du Sud. Il n'y a pas... toute cette classe politique, que ce soit dans le règne des gens du Sud ou dans les gens du Nord, il y a eu des morts. Et nous devons le dire, personne n'a la mémoire courte. Au temps de Massamba Deba, il y a eu la JMNR. Au temps de Massamba Deba, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont été tués. Voilà. Mais Massamba Deba, c'était un président du Sud. Donc, c'est pour dire que non, le tout ne dépend pas d'être un président du Nord ou du Sud. Au temps de Marien Ngouabi, il y a eu des morts. Au temps de Lissouba, il y a eu des morts. Au temps de Sassou Nguesso, il y a eu des morts. Et ça continue. Et jusqu'à quand nous allons dire que non, la politique, il faudrait qu'il y ait toujours des morts dans notre pays. Il est temps que pour des gens qui sont civilisés, des gens soi-disant qu'ils ont vu la lumière, et que les gens qui ont une certaine... un certain degré de spiritualité, de responsabilité, puissent faire la politique selon les règles de l'art. Les Congolais ont beaucoup souffert, il est temps que les choses changent. Même les atrocités dans le pool, nous avons toujours condamné les atrocités dans le pool. Voilà, nous disons qu'il est temps
que tous les citoyens congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent vivre dans la paix et dans la tranquillité. Donc, arrêtons d'instrumentaliser les ethnies, arrêtons d'instrumentaliser les uns et les autres. On ne peut pas gagner une guerre si on combat avec les mêmes armes que l'ennemi. Je conseille à nos compatriotes de lire L'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà. On ne peut pas aller en guerre en combattant avec les mêmes armes que nos adversaires, que nos ennemis. Donc, ceux qui sont dans la diaspora, je le dis, je le répète, je ne partage pas ce point de vue, que je trouve rétrograde concernant l'ambouchiphobie, concernant la haine ethnique les uns contre les autres. C'est au Congo, les gens vivent paisiblement. J'ai été au Congo, j'ai été au nord, au sud, à l'est. Les Congolais vivent paisiblement. Ceux qui souffrent dans ce pays-là, il n'y a pas que les gens du sud qui souffrent dans ce pays, même au nord, il y a des gens qui souffrent. Nous avons eu des parents qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé, aujourd'hui qui n'ont pas de retraite. On n'a pas dit que non, mais voilà, ce sont les gens du Nord, Sassou ne paye que les retraités du Nord, ils ne payent pas du Sud. Non, tous les retraités au Congo aujourd'hui souffrent. Donc, qu'il y ait des gens dans la diaspora, les gens qui sont censés vivre dans les pays développés, qui sont là, au lieu de jouer au rassemblement, ces gens-là qui sont dans la diaspora, qui prônent la haine ethnique, moi, je ne partage pas leur point de vue. Et ces gens-là, je les combattrai avec la plus grande fermeté et efficacité jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais dire à ces propos. Je ne partage pas le point de vue. Ils vont se reconnaître. Et d'ailleurs, je le dis et je le répète, j'ai pas besoin que d'être accompagné ou assisté aux gens qui prônent la haine ethnique. J'en ai pas besoin, ni dans les réseaux sociaux, ni dans la vie courante. Je le dis et je le répète. J'ai pas besoin des gens qui prônent la haine ethnique, de partager les mêmes choses avec eux. D'ailleurs, je vais mettre un peu de l'ordre dans mes contacts, dans les réseaux sociaux, tous ceux qui prônent la haine ethnique ou tribale, tous ceux qui prônent l'ambouchiphobie, la scission du Congo. Je pense que nous n'avons rien à nous dire, nous n'avons rien à faire ensemble, que chacun fasse sa route. Je leur souhaite seulement bonne chance. Le jour qu'ils arriveront à changer les choses au Congo, tant mieux pour eux. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas besoin d'être avec des gens qui prônent la haine ethnique ou tribale. Je ne partage pas leur point de vue et j'en ai pas besoin, ni dans les réseaux sociaux, ni dans la vie de tous les jours. Voilà. Ceux qui pensent que en prônant la haine ethnique, parce que Sassou va les appeler pour avoir de l'argent, ça, en tout cas, je ne partage pas ce point de vue. Je ne dois rien à personne, ni dans la diaspora, ni au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Je ne dois rien à quiconque. Je suis libre de mes idées, libre de mes pensées. Donc, je n'aimerais pas que je sois associé à qui que ce soit. Mon nom, je le dis, je le répète, que mon nom ne doit pas être associé à qui que ce soit. Tous ceux qui prônent la haine, le tribalisme, tous ceux qui prônent l'ambouchiphobie, je ne suis pas avec eux et je ne serai jamais avec eux. Ils doivent le savoir au fond de moi. Je ne suis pas dupe. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas la mémoire courte pour oublier les complots que les gens ont menés les uns et les autres. On dit toujours que non, les leçons du passé nous servent. Et moi, j'ai tiré des leçons sur tout ce qui s'est passé. J'ai été à Brazzaville, au Congo, ça a été une expérience et je n'oublie pas des leçons de cette expérience-là. J'ai tiré les leçons par rapport à cette expérience. Et je le dis que je n'ai pas besoin de partager le combat politique avec des gens qui prônent la haine, le tribalisme, qui prônent l'ethnocentrisme. Voilà, j'ai pas besoin de partager le même combat politique avec ces gens-là. Dans la diaspora, ceux qui prônent la haine, la division, je ne suis pas avec eux et je ne serai jamais avec eux. Et je ne participerai pas à aucun mouvement de la diaspora où on prône la haine, la division. Pour moi, le Congo demeure un et indivisible. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous n'avons pas la mémoire courte. Je le dis aujourd'hui que mon nom ne soit plus cité. Et il y a d'aucuns qui véhiculent que, voilà, Evra Nongo avait dit que jamais un homme du Sud ne va arriver au pouvoir. Je le dis aujourd'hui, je mets ceux qui prônent, ceux qui font de la diffamation en mon nom, ils doivent arrêter. Je n'ai jamais dit en aucun cas que une personne du Sud ne va jamais accéder aux affaires. Moi, je n'ai rien à foutre, que ce soit du Nord ou du Sud, de l'Est à l'Ouest, du moment où on est Congolais, peu importe celui qui est président. En 92, tous
nous avons voté Lissouba. En 92, tout le monde voulait qu'il y ait un changement dans ce pays. Et nous avons participé au vote en 92. On a voulu que les choses changent. On a voulu qu'il y ait une nouvelle classe politique, qu'il y ait de nouvelles personnes. Parce qu'on était jeunes, on connaissait maintenant pas non plus le passé de Lissouba et de toute cette classe politique-là. Mais pour nous, on était enthousiastes parce qu'on voulait que les choses changent. Et nous avons eu ce que nous avons voté, ce que nous méritons. Et connaissant cela, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, nous ne voulions plus revivre les mêmes choses. C'est pour cela que je le dis, moi, je n'ai rien à foutre. Peu importe que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, peu importe qui peut être président de la République, c'est pas le président de la République qui me nourrit, c'est pas le président de la République qui va nourrir ma famille, c'est moi-même qui nourris ma famille, c'est moi-même qui s'occupe de ma famille, c'est pas le président de la République qui paye mes factures, qui assure, voilà, mon avenir. Donc, c'est pas parce qu'il y aura un président de la République du Sud que moi, je n'aurai pas l'occasion de travailler ou de m'occuper de ma famille, ou bien avoir des visions ou des engagements, ou ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que je dis que moi, je suis républicain, je suis congolais. J'ai jamais posé un problème que voilà, ou nord ou sud. Ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient, ils le savent très bien. Je suis issu d'une famille mélangée. Dans ma famille, vous trouvez les joints de tous les coins du Congo. Donc, nous ne sommes pas là pour tenir des propos haineux, pour inciter à la haine. Donc, c'est pour cela que j'aimerais que ça soit clair, une fois pour toutes, dans les oreilles, dans la tête des Congolais, que je ne suis contre personne. Peu importe la personne, qu'il soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du moment où il est démocrate, il est républicain et que les choses se passent bien au pays, tant mieux. C'est ce qui nous préoccupe. Notre seule préoccupation, c'est l'avenir de notre pays, le bien-être de nos populations. Et le reste, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, ceux qui prônent le tribalisme, la guerre ethnique, ça, en tout cas, je ne suis pas avec eux. Donc, je le dis et je le répète, tous ceux qui sont dans la diaspora, ils doivent le reconnaître. Prochainement, je indexerai, je citerai les noms. Mais pour le moment, je ne suis pas là. Je le dis tout simplement que non, il ne faudrait pas que les gens fassent des amalgames. Voilà, je suis Evra Nongo. Je ne partage pas le même point de vue de toutes les personnes qui prônent la scission, qui prônent la mbouchiphobie, qui prônent la haine, la guerre ethnique. Qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, de l'est à l'ouest, je ne suis pas avec eux. Et jamais de la vie, je ne serai avec eux. Jamais je n'encouragerai ce genre de choses. Je suis démocrate, je suis républicain, je suis pour les libertés fondamentales, je suis pour tous les citoyens congolais, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais faire un peu, éclairer un peu la lanterne de nos compatriotes par rapport à ce sujet, parce que je pense que était très important que cela soit éclairé. Et j'aimerais pas que demain, que je sois taxé de quoi que ce soit. Donc, ma position, elle est claire. Les gens connaissent aujourd'hui ma position par rapport à cette situation. Je ne serai pas là en train de tourner autour du pot. J'ai subi, nous avons subi tous dans ce pays-là. Nous avons vu comment que les gens sont morts. Et en politique au Congo, c'est toujours des coups bas. J'ai subi les coups bas avec certains. Et prochainement, si ça continue, prochainement, je reviendrai pour citer les noms. Et les coups bas, ce que les gens ont fait. Parce qu'aujourd'hui, les faits sont là et il y a des preuves. Il y a des gens qui sont vivants aujourd'hui qui pourront témoigner par rapport à la véracité de ce que je suis en train de dire. Donc, ceux qui prônent la haine ethnique, ceux qui prônent le tribalisme, la mbouchiphobie, ainsi de suite, ben, chapeau. En tout cas, bonne chance à eux. Mais moi, Evra Nongo, je ne serai jamais avec ces gens-là. Et je ne partagerai jamais leur point de vue. Parce que pour moi, le Congo doit demeurer un et indivisible. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre sujet principal qui concerne l'échec de la classe politique par rapport à 2021. Vous savez que, chers compatriotes, le 21 mars 2021, le corps électoral est convoqué pour aller élire le nouveau président de la République. À mon niveau, j'ai fait des recherches pour savoir comment est-ce que l'opposition s'est organisée, qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de la pédagogie, nous allons faire un peu les statistiques, un peu les calculs. Mes chers compatriotes, à l'allure où vont les choses, je pense que l'opposition n'a pas de chance de gagner des élections présidentielles en mars 2021. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui,
à 2 mois ou à 3 mois des élections présidentielles, nous voyons comment est-ce que dans la classe politique, comment les candidats commencent à s'agiter pour que chacun puisse être candidat. Les membres de l'opposition, j'aimerais dire, comment est-ce que les membres de l'opposition ont commencé à s'agiter pour être candidats aux élections présidentielles de mars 2021. Mais mes chers compatriotes, une élection présidentielle, ce n'est pas une affaire d'anticipation. Une élection présidentielle, c'est une préparation. On prépare une élection présidentielle pas dans 2 mois ou 3 mois, mais une élection présidentielle, on la prépare des années en avant. C'est en amont qu'on doit préparer les élections présidentielles. Et moi, en allant scruter la loi électorale du Congo, en allant scruter beaucoup de documents, je me suis rendu compte que non, dans l'état actuel, l'opposition congolaise n'a aucune chance de remporter les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que l'opposition congolaise, c'est pas à 2 mois ou à 3 mois des élections présidentielles que l'opposition aujourd'hui peut remporter les élections présidentielles. Même si aujourd'hui nous appelons à une seule candidature, à la candidature unique de l'opposition, mais quelles sont les chances réelles? Parce que il faudrait que nous ayons des chiffres, des données. Les élections, est-ce que les membres de l'opposition congolaise ont tiré des leçons des élections présidentielles de 2016? Il faudrait qu'on se pose la question. Et là encore, je veux renchérir pour dire que le ministre Boao a des explications et tous les membres de la commission technique électorale de l'opposition, de IDC FROCA, de J3M, ils ont des explications à donner au peuple congolais. Jusqu'aujourd'hui, les résultats réels que l'opposition détenait, ils n'ont jamais publié ça. Ils ont donné des estimations. Il y a eu des estimations. On nous a dit que le président Sassou, on l'a appelé monsieur 8%. Mais aujourd'hui, personne de l'opposition congolaise aujourd'hui est capable de nous démontrer avec preuve à l'appui que monsieur Denis Sassou Nguesso avait eu 8%. Voilà, mes chers compatriotes. Commençons d'abord. Aujourd'hui, le problème des Congolais, si le pays, il n'y a pas de changement, c'est la faute à l'opposition. Nous avons une fausse opposition qui est à la solde du pouvoir. L'opposition congolaise n'a jamais manifesté la réelle volonté de gagner l'élection présidentielle. Parce que pour gagner une élection présidentielle, il faut d'abord se préparer en amont. Et ça, aujourd'hui, nous constatons qu'à 2 mois ou à 3 mois des élections présidentielles, les gens s'agitent. Mais ils ont quels moyens, ils ont quelle logistique? Parlons d'abord de la logistique. Aujourd'hui, j'ai suivi, je veux vous le lire, les chiffres de l'élection présidentielle de 2016 sur le nombre des inscrits, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas venir parler sans pourtant analyser d'abord ce qui s'est passé dans le passé. Il y a eu en 2016 les élections présidentielles, mais quand on voit des chiffres, combien le nombre de gens qui étaient inscrits, les inscrits au niveau de l'élection présidentielle de 2016, mais nous constatons, attendez, voilà, le nombre des électeurs inscrits pendant les élections de 2016, c'est 2 161 839. 2 161 839 inscrits dans les listes électorales de 2016. Et ce que nos compatriotes ne comprennent pas, ce que j'ai remarqué, que ce soit au niveau de la diaspora, même au niveau du pays, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pendant les élections présidentielles, ce n'est pas le nombre des inscrits dans les listes électorales qui compte. Ça, il faudrait que nos compatriotes le comprennent une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas le nombre des gens inscrits sur les listes qui compte. Ce qui compte, c'est le nombre de votants. C'est ça ce que les gens n'ont pas compris. C'est ce que même au niveau de l'opposition, les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas le nombre des inscrits. Les gens peuvent dire oui, le PCT il triche, mais ils ne sont pas capables de nous démontrer comment est-ce que le PCT il triche. Mais en scrutant les textes, nos textes, et en scrutant aussi d'autres documents officiels, nous avons fini par déceler les failles. Pourquoi l'opposition n'arrive pas et pourquoi l'opposition n'arrive pas à déceler les stratégies de tricherie du pouvoir de Brazzaville. Voilà, mes chers compatriotes. Et nous avons une loi électorale, mais la loi électorale, qu'est-ce que fait l'opposition pour que cette loi électorale soit respectée? Aujourd'hui, on a appelé la population à aller s'inscrire.
Mais nous ne voyons pas l'engouement de l'opposition demandant à la population d'aller s'inscrire. Mais on ne peut pas parler des élections présidentielles si on n'a pas préparé en amont d'abord le peuple. Il faudrait que les Congolais aillent s'inscrire massivement dans les listes électorales. Et nous avons eu des débats avec certains dans la diaspora. Des gens qui ne connaissent même pas la loi électorale, qui pensent que pour s'inscrire dans les listes électorales, il faut avoir la carte d'identité. J'ai dit non. Pour s'inscrire dans une liste électorale, on n'a pas besoin d'une carte d'identité. Pour s'inscrire dans une liste électorale, on a besoin tout simplement de son acte de naissance. Je parle au niveau pour les élections au niveau du Congo-Brazzaville. Pour s'inscrire dans les listes électorales, il faut un acte de naissance valable. Mais une fois que vous avez votre acte de naissance, après, maintenant, il faudrait que vous ayez votre carte nationale d'identité ou votre passeport. Un document officiel qui vous permettra d'avoir accès au bureau de vote. C'est la loi. Mais ce travail n'a pas été fait en amont. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir en place a décrété une inscription, une révision voilà, extraordinaire des listes électorales, mais normalement, comme la loi électorale le prévoit, la révision des listes électorales se font annuellement. Bon, est-ce que les membres de l'opposition ont eu le temps de préparer des militants, de préparer la population d'aller s'inscrire dans les listes électorales en amont? Non. Et on n'a pas vu, durant tout le quinquennat, on n'a pas vu ce travail-là. Et sur le nombre, par exemple, de votants, ça c'est sur le nombre des électeurs inscrits dans une liste électorale. Si nous prenons la base de 2 161 839 inscrits, cette base-là, par rapport à la nouvelle loi électorale, qu'est-ce que la nouvelle loi électorale nous dit? Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions nous disperser. La nouvelle loi électorale nous dit, je veux le lire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que c'est je l'ai inventé, je n'invente rien. C'est des calculs, c'est de la statistique. Voilà, l'article 82 de la loi électorale, la nouvelle loi électorale de 2016. L'article 82, il est écrit, chaque bureau de vote ne peut compter plus de 1500 électeurs. C'est la nouvelle loi électorale. Chaque bureau de vote ne peut compter 1500 électeurs. Ce qui revient à dire que 1500 personnes représentent un seul bureau de vote. Faisons les calculs. Parce que les gens, quand les gens parlent des élections au Congo, j'ai comme l'impression que les gens parlent des élections et ils ne connaissent rien, ils ne maîtrisent rien. Alors que nous avons des chiffres, nous avons des données. Et ces données, si nous arrivons à exploiter ces données, à exploiter ces chiffres-là, on peut bâtir une vraie stratégie de victoire. Mais ce travail n'est pas fait en amont avec l'opposition. Je vais prendre le cas de 2016. Sur les 2 millions, je prends le cas des 2 millions, 161 889. C'est ça, ouais. Par rapport aux chiffres de 2000, ouais, c'est 2 161 839, voilà. 2 161 839. 839. Ça, c'était le nombre des électeurs inscrits, en 2016. Par rapport à la nouvelle loi électorale, si nous prenons seulement, nous partons sur la même base de nombre des inscrits pendant les élections présidentielles de 2016, et si nous faisons la division, parce que si nous divisons par 1500, nous pourrons avoir une idée sur le nombre de bureaux de vote dans toute la République. Divisons 2 161 839 divisé par 1500. Parce qu'un bureau de vote, selon la nouvelle loi électorale, ne peut pas dépasser 1500 électeurs. Et ça nous donne le résultat. Ouais. Attendez. Je vais... Voilà, donc, ça nous fait 102 millions. 2 161 839 divisé, on le divise par 1500. Ouais.
Voilà. Donc, si on arrive à diviser le nombre des électeurs, le nombre des gens inscrits, 2 161 839 divisé par 1500, ça nous fait à peu près, ça nous fait 1400, ouais, ça nous fait 14 400, 14 412. Ça nous fait 14 412. Voilà. Non, 1441. Ouais, 1441. Donc, ce qui revient à dire que chaque membre de l'opposition doit disposer d'à peu près 14 000, oui, c'est 14 000. 14 000, oui, à peu près 14 000 personnes représentées dans chaque bureau de vote. Et ce qui revient à dire que ben, c'est énorme. Parce que déjà en 2016, les élections de 2016, il y avait à peu près 5 000 bureaux de vote. Ce qui revient à dire que chaque membre de l'opposition, que ce soit Jean-Marie Michel Moukoko, que ce soit Okombi Salissa, Parfait Kolela et Mounari, Tchati Mabela, ainsi de suite, chacun devrait avoir en principe 5 000 personnes dans tous les bureaux de vote. Alors que nous savons très bien que les partis politiques au niveau du pays ne sont pas structurés et c'est difficile que non, aujourd'hui, dans l'heure actuelle, que l'opposition puisse disposer de chaque membre de l'opposition, tous ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle, puissent disposer de 5 000 personnes dans tous les bureaux de vote. Déjà là, c'était pour l'année, pendant le vote de 2016. Maintenant, en 2014, je pense, en 2021, je pense que ça sera un peu difficile. Est-ce que l'opposition a des représentants à Bétou? Est-ce que l'opposition pourra avoir des représentants à Soinké, à Mbomo, à Kélé, et voilà, à Pointe-Noire, et ainsi de suite, à Dolizy, partout. Bon, dans les grandes villes, nous savons que c'est facile, mais dans les petits villages, je pense que non, au niveau de l'opposition, c'est difficile, parce que les partis politiques ne sont pas structurés, et les partis politiques aussi, nous savons très bien que c'est difficile que les gens aient. Il n'y a aucun parti aujourd'hui, en dehors peut-être du PCT, qui dispose d'un listing fiable pour dire qu'à eux seuls, ils peuvent disposer à peu près 14 000 ou 15 000 personnes. Voilà un peu les couacs qui feront que l'opposition ne puisse pas avoir des chances de remporter l'élection présidentielle. Et vous savez que les élections présidentielles, c'est la logistique. Et comment est-ce que se fait-il que les opposants vont avoir les résultats? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que s'il n'y a pas eu un travail qui a été fait en amont, et si les représentants de l'opposition ne disposent pas, par exemple, des téléphones satellitaires, ne disposent pas de la connexion Internet pour pouvoir transmettre les procès-verbaux en temps réel, je pense que non, ça va poser énormément de problèmes. Et c'est là où le PCT arrive à tricher. C'est là où le PCT arrive à voir l'opposition. L'opposition ne dispose pas réellement des moyens. Parce que aller aux élections présidentielles, il faudrait que les gens disposent effectivement les moyens. Qu'est-ce que nous dit l'article de la loi électorale? La loi électorale, elle est claire. Mais je pense qu'au niveau de l'opposition, il y a un problème. Parce que si l'opposition n'a pas les moyens, je pense que l'opposition ne pourra pas avoir des résultats en temps réel. Les résultats en temps réel, l'opposition ne pourra pas les avoir. Et si l'opposition n'a pas les résultats en temps réel, je pense que ça sera difficile à l'opposition voilà, de faire des calculs. Donc, mes chers compatriotes, l'opposition, eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment pris les choses au sérieux. Si l'opposition avait pris les choses au sérieux, je pense que nous n'arriverons pas à ce stade, nous n'arriverons pas à ce stade-là. Voilà, je vais chercher l'article sur, voilà, sur le dépouillement, sur le dépouillement, comme ça, nous allons lire ça ensemble sur la loi électorale. Voilà. Voilà, l'article 97, il est décrit. Il est procédé au dépouillement après la clôture du scrutin. Le dépouillement est public. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement. Il a lieu soit dans le bureau de vote, soit au siège de la circonscription administrative. Dans ce dernier cas, le transport de l'urne est fait par le bureau de vote en la compagnie constante des délégués des groupements politiques.
Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante. Ça a été... L'urne est ouverte. L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié par le bureau de vote. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements sur la liste mention est faite au procès verbal. Il faudrait que l'opposition ait des gens pendant le dépouillement parce que le dépouillement est public. Ce qui revient à dire que quand le vote est fini, ben, on ne peut pas dépouiller dans un bureau de vote les résultats en catimini. L'opposition a ses représentants, que ce soit l'opposition doit avoir un représentant, la majorité présidentielle un représentant, et au niveau des partis du centre, un représentant et les représentants de l'État aussi. Et le dépouillement est public. Maintenant, il y a un procès verbal que les gens doivent signer. Le président du bureau de vote signe un procès verbal constatant les résultats. Les nombres, on vérifie les gens, le nombre des gens inscrits dans la circonscription et le nombre de votants. Ce qui importe, c'est le nombre de votants, ce n'est pas le nombre des gens inscrits. Les gens peuvent être inscrits des milliers et des milliers, mais si ce jour-là, les gens ne se sont pas déplacés pour voter, on prendra en compte le nombre de votants. Et quand on fera des calculs, mais il faudrait que les représentants de l'opposition, ils ne peuvent pas signer un procès verbal s'ils ne font pas des constats, s'ils ne font pas le décompte des résultats. Voilà, mes chers compatriotes, c'est là où le problème, c'est là où le PCT arrive à tricher, c'est là où le PCT arrive à corrompre. Parce que si l'opposition n'a pas formé ses représentants, mais ses représentants de l'opposition, il peut arriver que dans un bureau de vote, le membre de l'opposition soit largement en tête, mais si lui, il ne peut pas, pour des raisons d'éthique, refuser qu'il soit corrompu, de refuser de changer les résultats, je pense que l'opposition, ça sera bénéfique pour l'opposition. En ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que les procès-verbaux, tous les représentants des partis, des candidats, on leur remet des procès-verbaux. À la fin, on comptabilise. Il y a des procès-verbaux qui sont faits, qui sont signés. Le membre de l'opposition, il signe le procès-verbal. Ceux de la majorité présidentielle, pareil. Et on comptabilise les procès-verbaux et chacun a un exemplaire. Maintenant, mais comment est-ce que l'opposition pourra avoir ces procès-verbaux si l'opposition ne s'est pas préparée au préalable? C'est ça le grand problème. Il ne suffit pas de nous dire que oui, le PCT, ils vont tricher. Le PCT, c'est vrai, ils trichent, mais si l'opposition fait correctement son travail, c'est en ce moment-là que nous pouvons mettre en difficulté les membres de la majorité présidentielle. Et c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé aussi pendant les élections de 2016. On nous dit que M. Parfait Kolela, il avait introduit une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi la requête de M. Parfait Kolela n'a pas pu aboutir? Parce que M. Parfait Kolela est venu sur les faits sans prouver réellement. Parfait Kolela n'a pas été capable en 2016 d'apporter des preuves de la tricherie du candidat du PCT. C'est ça le problème aujourd'hui. Parfait Kolela n'a pas démontré comment ce que le candidat du PCT a triché. C'est vrai qu'il y a eu des incidents, ça et là. Il y a eu même des gens qui ont filmé certaines scènes. Mais le Parfait Kolela n'a pas été en mesure d'apporter des procès-verbaux qui attestent que dans telle circonscription, il y a eu des irrégularités, il y a eu cela. Et voilà le grand problème aujourd'hui. Mais pourquoi la commission technique électorale de l'opposition, IDC FOCAD, J3M, n'a pas été capable de présenter leurs procès-verbaux à la presse nationale et internationale? On nous a dit, on nous a donné des estimations. C'est là où je dis que non, il y a un problème avec la classe politique congolaise. Si les choses n'avancent pas dans notre pays, je pense que la responsabilité incombe à la classe politique. L'opposition congolaise n'a jamais manifesté réellement la volonté de conquérir le pouvoir. Voilà le grand problème aujourd'hui. Nous pouvons très bien coincer le PCT. Et comment est-ce que vous voulez que au niveau de comment est-ce qu'on appelle, au niveau de les chancelleries étrangères, européennes, occidentales, on puisse croire à l'opposition congolaise? Comment est-ce que vous voulez que dans les chancelleries occidentales, on puisse croire à l'opposition congolaise? On ne peut pas croire à l'opposition congolaise parce qu'il faudrait apporter les faits
réels, les procès-verbaux. Oh, on n'a jamais vu. La loi stipule que les élections, dans un délai de 15 jours, on peut très bien contester les résultats et présenter une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la loi. Mais on ne peut pas présenter des requêtes sans pourtant apporter des preuves. Il faudrait qu'il y ait des preuves. Et aujourd'hui, les gens disent que le général Jean-Marie Michel Moukoko avait gagné. Oui, on veut bien croire que Jean-Marie Michel Moukoko avait gagné. Mais sur quelle base? Où sont les procès-verbaux? Nous nous posons des questions aujourd'hui. Mais où sont les procès-verbaux qui attestent que Jean-Marie Michel Moukoko avait remporté les élections présidentielles? On ne l'a jamais vu. La commission technique électorale de l'opposition ne nous a jamais présenté ces procès-verbaux. Et voilà le grand problème aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pensons que l'opposition, c'est elle qui joue le jeu avec le pouvoir en place, qui sont là pour embrouiller le peuple, qui sont là pour jouer à l'accompagnement de Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso a besoin des gens qui vont l'accompagner pendant les élections présidentielles, mais pas des gens qui sont motivés, qui sont déterminés pour prendre le pouvoir. Denis, que ce soit Parfait Kolela. Aujourd'hui, je le dis, que ce soit l'UDH Yuki, que ce soit l'UPRN de Mathias Nzor et les autres partis politiques. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui est assez structuré, qui dispose des moyens assez colossaux, qui peut faire face voilà, à ce mastodonte qui est le PCT. Il n'y en a pas, disons les choses clairement. Aujourd'hui, je pense que Mme Mounari, elle a bien compris les choses, que Mme Mounari, elle a compris qu'à l'allure où vont les choses, ça ne sert à rien d'aller aux élections présidentielles. Et j'aimerais dire aussi à nos compatriotes, ceux qui appellent au boycott, parce que moi aussi j'étais favorable pour un boycott des élections présidentielles, que les gens n'aillent pas voter, mais j'ai compris que ça ne sert absolument à rien. Que les gens aillent voter ou pas, il n'y a pas une loi au Congo aujourd'hui, à moins que je l'ignore, mais à mon avis, je sais que je ne l'ai pas vu, il n'y a pas une loi au Congo qui annule les résultats des élections présidentielles dû à cause d'un faible taux de participation. Le taux de participation voilà, ne fait pas que une élection présidentielle soit annulée. Donc, même si celui qui sera élu le 21 mars 2021 avec un taux de participation de 1%, mais du moment où il y a eu des gens, il y a eu un vote, même s'il y a 1% dans le taux de participation, mais il est élu. Parce que dans une loi congolaise, à ce que je sache, que dans une loi congolaise, il n'y a pas une loi qui nous dit que si on peut invalider une élection si le taux de participation est de 1%. Voilà, il n'y en a pas, il n'y a pas une loi comme ça. Donc, qu'on appelle aux gens au boycott, que les gens boycottent les élections et restent chez eux à la maison, ou que les gens aillent voter, ça ne changera à rien du tout. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que les Congolais puissent comprendre que dans l'allure où vont les choses, l'opposition ne s'est jamais voilà, préparée à l'avance pour pouvoir conquérir le pouvoir. L'opposition est là pour jouer le jeu du pouvoir en place. Parce que nous l'avons dit que le système PCT, c'est une pieuvre. C'est un système qui est en même temps pouvoir et opposition. Nous ne pensons pas que non, à 2 mois ou à 3 mois des élections présidentielles, c'est en ce moment-là que les leaders politiques qui étaient dans une léthargie, maintenant se réveillent pour pouvoir maintenant aller chercher à briguer la magistrature suprême. Et voilà, et on n'a pas vu, alors qu'il y a des stratégies. Nous savons très bien que le PCT peut couper la connexion Internet. Aujourd'hui, tout fonctionne avec Internet. Mais quels sont les moyens que l'opposition a mis en place en cas de coupure d'Internet pour parer à ce défaut? Il n'y en a pas. Est-ce que les membres de l'opposition aujourd'hui disposent des téléphones satellitaires, pour pouvoir communiquer avec leur base? Il n'y en a pas. Et l'opposition aussi n'a même pas pris le temps aussi de former. Parce que ceux qui viennent représenter les partis politiques dans les bureaux de vote, mais ce sont des gens qui doivent être formés. Si ces gens-là n'ont pas été formés, si on n'a pas formé les gens, voilà, pour pouvoir comment agir, comment se comporter dans une élection présidentielle. Si l'opposition n'a pas formé ses militants, c'est pas que des gens qu'on va tirer à la volée ça et là, que ces gens-là, ils vont aller dans les bureaux de vote, ils ne savent pas c'est quoi leur travail exactement, qui vont changer la donne. Je pense que non, pour les élections présidentielles du 21 mars 2021, ben, les dés sont pipés. L'opposition aujourd'hui, c'est vrai que l'opposition aujourd'hui ne dispose pas des moyens assez
colossaux pour pouvoir remporter cette élection-là. Et je dis que, et nous l'avons dit, de toute façon, nous disons ceci, que le 22 mars 2021, c'est la fin de l'actuelle opposition congolaise. Le 22 mars 2021, c'est la date qui va marquer la fin de l'opposition congolaise aujourd'hui. Il faudrait que les Congolais, après les élections présidentielles, aient une nouvelle opposition. Une opposition républicaine, une opposition qui a envie de diriger, une opposition qui a envie de conquérir réellement le pouvoir, une opposition qui ne sera pas là pour jouer une opposition de façade au pouvoir de Brazzaville, mais une véritable opposition déterminée à conquérir le pouvoir qui mettra toutes les chances à ses côtés pour accéder aux affaires. Parce que l'opposition incarnée par les Mathias Nzan, l'opposition incarnée par les Tiatima Biala, les Parfait Kolela, les Bonaventure Mbaya, ce n'est pas une opposition qui est apte à remporter une élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Ce sont des gens qui sont là pour accompagner le pouvoir. Et nous l'avons dit, et c'est quoi le bilan? Le bilan, M. Parfait Kolela, il avait été déclaré deuxième pendant les élections présidentielles de 2016 par rapport aux résultats officiels que j'ai vu au niveau de le journal officiel. Mais M. Parfait Kolela, quelles sont les leçons que M. Parfait Kolela a tirées des élections de 2016? M. Parfait Kolela a introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, mais sans pourtant apporter des preuves. Il a dénoncé certains faits, mais sans pourtant apporter des preuves. Mais aujourd'hui, nous savons que, alors que si l'opposition avait les représentants dans tous les bureaux de vote, et si l'opposition avait à sa disposition tous les procès-verbaux, ça devait être publié. Et je me réjouis de ce que nos compatriotes de la RDC au niveau de la Synco, ils ont fait. Nous avons vu comment est-ce que la Synco s'est organisée et que comment est-ce que les résultats de la Synco, en comparaison avec les résultats de la CENI là-bas, voilà, les gens ont pensé que la Synco avait raison. C'est pour cela que non, ça a changé quand même le cours de l'histoire. Mais aujourd'hui, monsieur Charles Zachary Boao, eux, ils n'ont jamais publié les résultats des élections à leur disposition, même au niveau des chancelleries. Si aujourd'hui l'opposition congolaise n'est pas crédible, n'est pas non plus audible au niveau de la communauté internationale, parce que au niveau de la communauté internationale, ils constatent que l'opposition congolaise joue au double jeu. L'opposition congolaise, voilà, est à la solde du pouvoir de Brazzaville. Si l'opposition congolaise avait réellement l'ambition de remporter les élections présidentielles, ils devaient mettre les moyens de leur côté, toutes les chances de leur côté pour pouvoir aller loin. La diaspora est là. On n'a pas vu les membres de l'opposition venir auprès de la diaspora discuter pour qu'ensemble, nous puissions mettre ensemble une véritable stratégie de conquête du pouvoir. Il n'y en a pas vu. Maintenant, vous voulez venir nous dire que oui, vous allez aux élections présidentielles. Mais si Denis Sassou Nguesso, par exemple, arrive à couper la connexion Internet, et qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez procéder pour pouvoir récolter les informations le jour même? Parce que les élections, tout se joue le jour même. Voilà, mes chers compatriotes. Si on veut coincer l'opposition, le pouvoir en place, mais apprenons à respecter aussi la loi, apprenons à bien faire les choses. Alors que l'opposition congolaise ne manifeste pas cette volonté de bien faire les choses. Et j'aimerais aussi dire aussi à certains qui disent oui, comment se fait-il que le nord du pays est moins peuplé et c'est toujours les candidats du nord qui gagnent, tout ça. Je ne suis pas ceux qui prônent de la suprématie du nord. Mais dans les élections, ce que les gens oublient, ce n'est pas le nombre des inscrits qui compte. Dans une élection, ce qui compte, ce sont le nombre de votants. Parce que dans le sud du pays, les gens peuvent être 100. Je prends un exemple concret. Il y a 100 inscrits dans le sud du pays. Et au nord, il y en a 60 qui sont inscrits. Mais si dans le 100 de ceux qui sont inscrits dans le sud du pays, il n'y a que 20 qui sont allés voter, 80 sont restés chez eux à la maison, et qu'au nord, dans les 60 qui sont inscrits, 50 qui sont allés voter, mais ceux du nord, ils vont gagner. Ce qui compte dans une élection présidentielle, c'est le taux, les participants, le taux effectif de participation, ceux qui ont participé à l'élection présidentielle, le taux de votants, quels sont lesquels qui ont voté. Aujourd'hui, les gens, ils confondent. Le meeting n'est pas le baromètre d'une élection présidentielle.
Le meeting, c'est vrai, on peut drainer des foules, on peut remplir même le stade Alphonse Massamba Débat. On fait un meeting, on remplit tout le stade Alphonse Massamba Débat, ce qui est une très bonne chose. Mais est-ce que toutes ces personnes qui sont dans le stade sont inscrites dans les listes électorales? C'est ça le problème aujourd'hui, que les gens, que ce soit dans la diaspora ou bien l'opposition, ne comprennent pas. Vous pouvez remplir des stades, vous pouvez remplir même tout le boulevard des armées, rempli, voilà, rempli du monde. Mais si ces gens-là ne sont pas inscrits dans les listes électorales, si c'est le jour des élections, ces gens-là ne se déplacent pas pour voter, tout ce que vous avez fait, c'est nul et non avenu. Et c'est ce qui s'est passé avec le général Jean-Marie Michel Moukoko. Aujourd'hui, nous, en analysant les faits, les résultats, nous avons compris que non, ce n'est pas les meetings qui comptent. Parce qu'on peut faire des beaux meetings, on peut drainer des foules, des milliers et des milliers de foules. Mais si dans cette foule-là, les gens ne sont pas inscrits dans les listes électorales, si dans cette foule-là, ne se déplacent pas le jour des élections pour voter, je pense que non, mais tout est perdu d'avance. Voilà le problème avec l'opposition, avec la classe politique. Je pense très bien que l'opposition congolaise a démontré ses limites. L'opposition congolaise a démontré ses limites. L'opposition congolaise a démontré que non, dans l'état actuel des choses, l'opposition congolaise ne peut pas remporter une élection présidentielle. C'est vrai que le peuple il est résigné, le peuple ne veut plus du candidat du PCT, mais une élection c'est une logistique. Une élection est une organisation. L'élection présidentielle c'est une grande organisation. Mais l'opposition congolaise n'est pas assez organisée. L'opposition congolaise ne dispose pas assez de moyens, que ce soit financiers ou humains, pour pouvoir remporter l'élection présidentielle. Voilà pourquoi aujourd'hui, le PCT a compris les lacunes de l'opposition et le PCT aujourd'hui, avec les moyens de l'État qu'eux ils disposent, avec la corruption à grande échelle, c'est pour cela que le PCT arrive aujourd'hui à remporter les élections dans notre pays. Alors que, vu le bilan chaotique, catastrophique de Denis Sassou Nguesso, l'opposition congolaise a un grand boulevard devant elle pour remporter les élections. Mais les élections présidentielles, comme nous l'avons dit, se préparent en amont. Ça se prépare des années avant. On ne peut pas dire que oui, on va préparer des élections présidentielles à 2 mois des élections présidentielles, à 2 mois de la date fixée pour aller aux élections, qu'on va gagner. On ne peut pas gagner parce que l'opposition ne dispose pas assez de moyens financiers et humains pour pouvoir remporter une élection. Et l'opposition, nous l'avons vu, Parfait Kolela, quand il vient, il se déplace, il vient en Europe, il se cache. Il ne rencontre pas ses compatriotes de la diaspora, il ne discute pas. Et bon, je pense que non, que la stratégie qu'eux ils ont mis en place va payer. Mais aujourd'hui, avec l'ère du numérique, nous verrons comment est-ce que ils vont s'organiser, comment est-ce qu'ils vont faire. Parce que dans les conditions actuelles, ça sera très difficile à l'opposition congolaise de gagner, de remporter une élection. D'ailleurs, nous constatons par exemple le PCT, l'engouement des jeunes du PCT. Aujourd'hui, il y a des affiches, nous ne sommes pas encore pendant la période de la campagne, il y a des affiches de Denis Sassou Nguesso partout, mais l'opposition congolaise ne monte pas au créneau pour dire que non, mais la loi électorale doit être respectée. Que nous dit la loi électorale? La loi électorale nous dit que la campagne, l'ouverture de la campagne se fait 15 jours francs avant la date prévue des élections présidentielles. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, la campagne présidentielle au sein du PCT a déjà commencé. Et il y a le silence de l'opposition. L'opposition congolaise est dans l'expectative. L'opposition congolaise, elle est là, attendant, voilà, croisant les bras, pensant que c'est en rêvant que les choses vont changer. Les choses ne changeront pas comme ça. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le PCT appelle les Congolais à aller s'inscrire dans les listes électorales. Et au niveau de l'opposition, nous ne voyons pas cet engouement. Mais comment l'opposition veut que... Et j'aimerais aussi dire aussi aux compatriotes de la diaspora qui ne comprennent pas la politique, qui ne comprennent pas les choses, quand les Congolais, quand un individu, une personne va s'inscrire dans une liste électorale, la personne, quand on l'enregistre dans une liste électorale, la personne, on ne l'enregistre pas par rapport à son étiquette politique. Ça n'existe pas. On n'a jamais enregistré quelqu'un dans la liste électorale par son étiquette politique. C'est parce que tu es citoyen congolais. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, donc ce qui revient à dire que les enfants nés en 2003, qui ont 18 ans aujourd'hui, ont le droit d'aller s'inscrire dans les listes électorales et de voter. Seuls
l'acte de naissance suffit pour s'inscrire dans les listes électorales. Maintenant, pour participer réellement au vote, il faudrait avoir la carte d'identité. Et ça, depuis ce travail devait être fait en amont. Depuis longtemps, l'opposition devait normalement demander au ministère de l'Intérieur de délivrer les cartes d'identité aux populations pour que les populations aient la possibilité de voter. Ce travail n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous voyons comment le PCT mobilise les jeunes, mobilise ses militants, leur demandant d'aller s'inscrire dans les listes électorales et d'aller faire des cartes d'identité. Mais je pense que c'est la même occasion, l'opposition doit saisir la même occasion, demander les populations d'aller s'inscrire dans les listes électorales, d'avoir des cartes d'identité. Parce que un votant ne peut pas accéder dans un bureau de vote uniquement avec la carte électeur. Il faudrait que, c'est là aussi l'opposition doit se lever. On ne peut pas se présenter dans un bureau de vote seulement muni de sa carte électeur. Non, il faudrait que ceux qui vont se présenter dans les bureaux de vote doivent être munis de la carte d'électeur et d'une carte nationale d'identité valide. C'est ça, c'est la loi électorale. Et ça doit être respecté. Mais, quand il n'y a pas de rigueur, c'est là où le PCT arrive à tricher. S'il n'y a pas de représentants de l'opposition, s'il n'y a pas de rigueur, mais les personnes munies uniquement des cartes électeurs, mais ils auront accès au bureau de vote et ils pourront voter. C'est là où le PCT arrive à tricher. C'est parce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a aucune rigueur. Les textes ne sont pas respectés. Voilà, mes chers compatriotes, chers internautes, ce que je voulais qu'on puisse faire, que je voulais que nous puissions partager cela. C'est vrai que le PCT a sa magouille, le PCT met en place voilà, une stratégie de tricherie, mais je pense que l'opposition, elle est complice de la stratégie de tricherie du PCT. Si le pays n'avance pas, si les choses n'avancent pas au Congo, c'est parce que les acteurs politiques qui sont là ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Une élection ne se gagne pas en 2 mois, en 3 mois. C'est pas parce que les gens qui disent que voilà, dans le Poul ou bien dans les pays du Niari, il y a une forte concentration de la population. Oui, mais si cette forte concentration de la population n'est pas inscrite dans les listes électorales, et si cette forte concentration de la population ne se déplace pas du jour de vote pour aller voter, c'est sûr que au niveau du camp adverse, s'ils arrivent à mobiliser des gens, arrivent à inscrire les gens dans les listes électorales, et que ces gens-là, ce jour des élections, vont voter, forcément, ils vont gagner. C'est comme ça que le PCT arrive à tricher et arrive à gagner. Parce que ceux qui sont dans l'opposition acceptent volontairement de jouer le jeu du pouvoir. Ils n'ont jamais manifesté la volonté de conquérir le pouvoir parce qu'on ne peut pas conquérir le pouvoir en 2 mois ou en 3 mois. Une élection présidentielle nécessite une forte logistique. Il faudrait de la logistique. Il faudrait avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Tous les bureaux de vote, il faudrait qu'il y ait les membres de l'opposition. Et chaque candidat a le droit d'avoir ses représentants. Mais en supposant que nous avons 5 candidats de l'opposition pendant les élections présidentielles de 2021, ça qui revient à dire que chaque candidat de l'opposition doit avoir son représentant. S'il y a 14 000 bureaux de vote, mais ce qui revient à dire que chaque candidat de l'opposition, s'ils sont 5, ça veut dire que chacun doit avoir 14 000 personnes dans toute la République, dans tous les bureaux de vote. Et nous savons pertinemment que ça amenuise les chances de l'opposition de remporter les élections. Si peut-être que l'opposition pouvait se coaliser, avoir un seul représentant, ça donnerait beaucoup plus de chances à l'opposition de pouvoir peut-être espérer aller au 2e tour des élections ou remporter des élections. Parce qu'à l'heure actuelle, même le président Denis Sassou Nguesso, c'est vrai que par tricherie, il ne peut pas remporter les élections dès le 1er tour, comme ils ont l'habitude de nous dire, ou bien ils veulent nous faire croire. Aujourd'hui, il n'y a pas un candidat au Congo qui peut remporter une élection dès le 1er tour, parce que les conditions ne sont pas réunies par rapport à cela. À moins que le taux de participation puisse faire basculer les choses. Parce que ce n'est que le taux de participation qui peut déterminer réellement la nature d'une élection. Mais sinon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne pense pas, vu le bilan catastrophique de Denis Sassou Nguesso, les Congolais ne sont pas aujourd'hui
voilà, amené à élire dès le premier tour Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. Je pense que nous avons été assez explicites. Il y a la loi électorale. Les gens n'ont pas eu le temps de scruter soigneusement la loi électorale, de mettre les véritables stratégies de conquête du pouvoir. L'opposition congolaise n'a jamais manifesté l'envie de conquérir le pouvoir. Parce que si l'opposition... nous avons tous le même idéal, le même but, c'est le changement. On veut que Denis Sassou Nguesso puisse partir, mais si tout le monde pouvait converger, avoir la même cible Denis Sassou Nguesso, se donner les moyens, se tenir main dans la main, aller ensemble, se converger nos énergies pour que un puisse représenter l'opposition, ça pouvait peut-être changer la donne. Mais ces choses ne se préparent pas à 3 mois ou à 2 mois. Les choses se préparent très bien en amont des années avant. Mais là, à 2 mois des élections présidentielles, je pense que les choses, les dés sont pipés d'avance. Madame Mounari, elle a raison parce que dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, le candidat du PCT va remporter les élections. Parce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas eu du sérieux. On n'a pas mis du sérieux. Mais les Congolais doivent savoir, et nous le disons aussi, nous interpellons aussi la communauté internationale que, à la veille des élections présidentielles 2021, l'IDC, FROCAD, J3M ne va plus exister. Voilà. Parce qu'ils ont fait leur temps. Cette opposition a montré ses limites. Les Congolais vont connaître maintenant la supercherie du PCT et de l'opposition. Voilà. Voilà, nous avons mis à nu le système électoral congolais. Tout ne dépend pas du nombre d'électeurs inscrits dans les listes. Ce qui compte, ce sont le nombre de votants. Et les nombres de votants, on peut très bien contrôler les nombres de votants. Après, maintenant, s'il y a passage en force, on peut comprendre si l'opposition arrive à avoir tous les procès-verbaux, si l'opposition peut faire ses statistiques, si l'opposition peut publier ses chiffres, et là au moins on peut donner plus de crédibilité à l'opposition munie des procès-verbaux. Parce que les procès-verbaux, tout le monde doit signer un procès-verbal, que ce soit le candidat de l'opposition, de la majorité présidentielle, du centre, ou bien de l'administration, tous ils doivent apposer leur signature sur un procès-verbal. Maintenant, si l'opposition a tous ces procès-verbaux en main, l'opposition peut très bien publier cela, le rendre public. Mais c'est ce qui n'a jamais été fait. Le ministre Boao, ils nous ont dit les élections de 2016. On n'a jamais vu les procès-verbaux. Et c'est vrai qu'ils en ont. Mais pourquoi les membres de l'opposition n'ont pas publié cela? Et ceux qui disent que J3M, Jean-Marie Michel Mokoko, avait remporté les élections. Mais nous, aujourd'hui, nous nous posons des questions. Mais pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle? Après, les gens vont nous dire que oui, mais Monsieur Sassou, la Cour constitutionnelle est acquise à sa cause. Oui, même si la Cour constitutionnelle est acquise à la cause de Monsieur Sassou, mais une requête doit être formulée avec des preuves. Là, au moins, les Congolais doivent avoir des preuves palpables, tangibles, sous leurs yeux. Mais on nous dit que Sassou avait eu 8%, mais nulle part, l'opposition n'a jamais été capable de nous démontrer comment est-ce que Sassou avait eu 8%. Les procès-verbaux ne sont pas vus, ne sont pas connus. Et personne n'a publié. Et tous ceux qui ont été candidats, que ce soit Madame Mounari, bon, aujourd'hui, Madame Mounari, elle n'est pas candidate, Parfait Kolela, Tchati Mabiala, et ainsi de suite. Mais personne n'a écrit même un livre, nous expliquer ce qui s'est passé réellement en 2016. Et aujourd'hui, subitement, à 2 mois ou 3 mois des élections, les gens se réveillent et voilà, les candidatures, les gens commencent à multiplier les candidatures. Nous sommes candidats, je suis candidat aux élections présidentielles, mais c'est quoi le bilan par exemple? Nous avons le bilan des quinquennats. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le quinquennat? On n'a pas vu un opposant, que ce soit même Mathias Nzon. Est-ce qu'il a eu le temps de sillonner tout le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest? Point d'interrogation, il n'y a rien. Parfait Kolela, c'est pareil. Est-ce que M. Parfait Kolela a eu le temps de sillonner le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest pendant tout le quinquennat? On ne voit rien. Son travail de parlementaire. Est-ce que M. Parfait Kolela a fait des propositions de loi pendant le quinquennat à l'Assemblée nationale? On n'a rien vu. Est-ce que M. Parfait Kolela a contrôlé l'action du gouvernement? Il a interpellé le gouvernement sur des faits précis, réels. On n'a pas vu. Et aujourd'hui,
subitement, ils sont candidats aux élections présidentielles. Et les Congolais comprennent très bien que non, leurs super chéris, ce sont des gens qui sont là pour accompagner le pouvoir de Brazzaville, pour accompagner Denis Sassou Nguesso, pour valider l'élection de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, nous, au niveau du MODEC, nous remettons les Congolais devant leurs responsabilités. Nous renvoyons les Congolais devant leurs responsabilités. Les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Les Congolais ne doivent pas compter sur l'opposition actuelle. L'opposition actuelle n'est qu'une autre façade du pouvoir de Brazzaville. Que l'IDC, FROCAD, J3M a montré ses limites pendant le quinquennat. On n'a pas vu depuis les élections passées de 2016. Aujourd'hui, l'IDC, FROCAD, J3M, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils n'ont rien fait de bon pour convaincre les Congolais qu'eux sont capables de changer les choses. Donc, nous pensons que, chers compatriotes, que le 22 mars 2021, c'est une nouvelle ère qui va régner dans notre pays, qui va inaugurer l'histoire politique de notre pays, parce que cette vieille opposition politique de Parfait Kolela, Tiati Mabiala, des Mounari, des Mathias Ndion, cette vieille opposition de l'IDC FROCAD, J3M, va disparaître, était appelée à disparaître, parce qu'elle a montré ses limites, elle a montré qu'elle ne veut pas du pouvoir, c'est des gens qui ne veulent pas du pouvoir, c'est des gens qui sont là, qui veulent seulement accompagner Denis Sassou Nguesso et jouir de leurs privilèges. Mais le Congo souffre, le Congo a besoin des vrais démocrates, des vrais républicains, des gens qui sont capables de changer la donne. Et nous pensons que nous incarnons cette nouvelle classe politique capable de changer la donne. C'est pour cela que nous disons que les élections, ce serait encore mieux que c'est une proposition du MODEC. Le MODEC, nous estimons que au lieu là, le 21 mars 2021, il y aura des élections présidentielles. Après, il faudrait encore attendre une année plus tard pour organiser les élections législatives. Nous pensons qu'au niveau du MODEC, il serait mieux que les élections présidentielles et législatives soient couplées pour que cela puisse se passer au même moment. Comme ça nous évitera. Il y a encore les révisions des listes électorales à faire. L'année prochaine, il faut réviser encore les listes électorales. Il faut encore de la logistique. Tout ça, c'est coûteux. Vous savez que les opérations, tout ce qui concerne les élections, c'est un budget. Et au temps de crise, nous pensons que l'État doit réduire ses dépenses. Il est judicieux que l'élection présidentielle, soit couplée comme dans d'autres pays qu'ils ont compris, avec les élections législatives. C'est une proposition du MODEC. Comme ça, le président qui sera élu aura directement la possibilité, s'il a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, directement la possibilité de mettre en œuvre son programme politique. Voilà cette innovation que nous pensons qui est nécessaire pour la classe politique, pour notre pays. Au lieu que d'attendre encore l'année 2022 pour organiser les élections législatives, nous pensons que dorénavant, parce que là, le rendez-vous sera fixé, Inch'Allah, les rendez-vous sera fixé en 2026. Pour les élections présidentielles de 2026, ces élections doivent être couplées en même temps avec les élections législatives. Je pense que c'est une disposition. Si nous avons des parlementaires, si nous avons des politiques, je pense qu'ils vont saisir cette idée pour que au Congo-Brazzaville, les élections soient couplées au même moment qu'il y ait les élections présidentielles et législatives, pour nous éviter encore tout le temps revenir, reviser et revisiter les listes électorales, procéder encore à la fabrication des cartes électeurs, ainsi de suite. C'est coûteux, les élections c'est un budget, alors que nous sommes en crise, notre pays traverse une crise multidimensionnelle, nous n'avons pas le temps à perdre, nous devons nous mettre en marge, nous devons nous mettre les moyens en avant pour pouvoir résoudre cette crise-là, trouver des solutions pour résoudre notre crise. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. Je pense que j'ai été assez explicite. Je pense que les Congolais tireront eux-mêmes les leçons de notre classe politique. Il est temps qu'il y ait une nouvelle classe politique, parce que ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont au pouvoir, ils ont montré leurs limites. Et les Congolais ont besoin du renouveau, les Congolais ont besoin du changement. Et ce changement, c'est nous qui l'incarnons. Et nous avons toujours été à l'avant-garde. Nous avons toujours été là dans tous les combats pour montrer au peuple congolais, les ratés de la politique de Denis Sassou Nguesso, son échec
palpable voilà, de sa politique, de son programme allant vers le développement, mais le Congo n'a pas atteint voilà, le niveau de développement escompté. Donc nous pensons qu'il est temps qu'une nouvelle classe politique puisse émerger. Voilà le mot de la fin. Nous restons vigilants. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2021. Dès que vous pouvez le constater, jusqu'aujourd'hui, les Congolais attendent le bilan du quinquennat de Denis Sassou Nguesso. Jusqu'aujourd'hui, les Congolais attendent le bilan du gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui n'est pas capable de nous fournir son bilan de l'année 2020. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2021. Le gouvernement de Clément Mwamba ne nous a pas présenté son bilan de l'année 2020. Et nous attendons aussi le bilan du quinquennat du gouvernement de Clément Mwamba. Voilà, mes chers compatriotes, comment est-ce que le Congo se retrouve aujourd'hui dans le gouffre à cause d'une classe politique incompétente, irresponsable, à cause d'une classe politique qui n'a pas de vision de développement, à cause d'une classe politique qui a pris le pays en otage et qui ne veulent pas que les choses changent. Mais nous pensons que c'est au peuple, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités, c'est aux Congolais de se lever, d'exiger un réel changement. Vous l'avez fait, vous avez bravé ce pouvoir de Brazzaville. Le 31, la nuit du 31 au 1er janvier, vous êtes sortis dans la rue pour manifester votre joie, pour célébrer l'année 2021. Je pense que vous pouvez aussi changer les choses. C'est pour ça que le peuple doit se lever, le peuple congolais doit prendre ses responsabilités. Le peuple congolais ne doit pas s'attendre. Le Congolais ne vous attendez rien à cette classe politique. Le Congolais ne doit rien à attendre de l'opposition congolaise. L'opposition congolaise actuelle ne produira rien, ne fera rien pour faire avancer les choses, pour changer les choses au pays. Mais seule une nouvelle génération dont nous incarnons, nous serons capables de changer les choses dans ce pays-là. Voici le mot de la fin. En tout cas, portez-vous bien dans vos demeures respectives. Nous nous retrouverons dans les prochaines occasions. À très bientôt. Merci. Que ce message soit publié, que ce message soit partagé partout. Partagez ce message partout dans tous les groupes afin que cette voix voilà, nouvelle que nous incarnons puisse être écoutée et puisse accéder partout dans tous les coins et recoins de notre République. À très bientôt. Au revoir.